Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo lecture donc de la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Je crois qu'on est à la semaine 9 ou 10, je ne sais plus exactement. Bref, on va découvrir un peu la jalousie de ce Swann qui continue et le fait qu'en fait il n'arrive même plus à vivre dans cet état et dans cette situation de mépris total, on a l'impression d'Odette vis-à-vis de lui. Donc on va poursuivre cette aventure et pour la semaine prochaine, comme ça je vous dis de suite, l'objectif de lecture pour la semaine prochaine, pour les quelques-uns encore qui sont là, et franchement je vous remercie, je vous félicite, et je suis ravi que pour certains d'entre vous ça vous plaise. D'autres nous ont quittés en cours d'aventure, c'est normal, mais d'autres nous ont rejoints. Bref, je vois encore sur le Discord que vous êtes quand même encore nombreux à participer à cette aventure. Discord pour lequel j'ai beaucoup de mal à vous mettre un lien qui n'expire pas. Voilà, je sais pas quoi faire. Je suis très mauvais. Alors s'il y en a qui peuvent m'aider, qui sont spécialistes de Discord, allez-y. Mais à chaque fois que je mets un lien, je reçois parfois un mail pour me dire mais votre lien en fait il est expiré. Je comprends pas parce que dans les paramètres du Discord, je clique pourtant sur ne doit jamais expirer. Donc je comprends pas. Donc j'ai essayé d'en mettre un permanent là dans la description de ma chaîne. Dans la description de ma chaîne, il y a tout un texte et à la fin je mets un lien du Discord. Donc normalement celui-là il est permanent. Et peut-être que je vais encore avoir des problèmes. Donc on va voir de toute façon. Et donc pour la semaine prochaine, je vous propose sans plus tarder de terminer la deuxième partie, qui est donc un amour de Swann, et de commencer la semaine d'après, donc la troisième partie qui commencera par nom de pays, le nom. Voilà. Donc pour la semaine prochaine, nous allons terminer un amour de Swann. Et franchement, pour l'instant, c'est pas un amour très réussi. Bon, on verra comment ça va se terminer cette deuxième partie, donc la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. On en est, je crois que jusqu'alors, on était à la page 526, c'est ça, de 526 à 576. Donc pour la semaine prochaine, ça fait un tout petit peu moins de 50 pages. Donc on est parfait vraiment pour terminer cette deuxième partie. A tout de suite en studio pour cette lecture de la deuxième partie. Pour cette 10e semaine, je crois, et puis on va embarquer pour la 11e semaine, ou la 10e, je sais plus, je me suis un peu perdu dans mes semaines, je crois que c'est la 9e, je sais plus, bon, bref, on s'en fiche. Allez, à de suite. Et pourtant il aurait voulu vivre jusqu'à l'époque où il ne l'aimerait plus, où elle n'aurait aucune raison de lui mentir, et il pourrait enfin apprendre d'elle si le jour où il était allé la voir dans l'après-midi, elle était ou non couchée avec Forcheville. Souvent, pendant quelques jours, le soupçon qu'elle aimait quelqu'un d'autre le détournait de se poser cette question relative à Forcheville, la lui rendait presque indifférente, comme ces formes nouvelles d'un même état maladif qui semblent momentanément nous avoir délivrés des précédentes. Même, il y avait des jours où il n'était tourmenté par aucun soupçon, il se croyait guéri, mais le lendemain matin, au réveil, il sentait à la même place la même douleur dont la veille, pendant la journée, il avait comme dilué la sensation dans le torrent des impressions différentes. Mais elle n'avait pas bougé de place, et même c'était l'acuité de cette douleur qui avait réveillé Swann. Comme Odette ne lui donnait aucun renseignement sur ces choses si importantes qui l'occupaient tant chaque jour, bien qu'il eût assez vécu pour savoir qu'il n'y en a jamais d'autres que les plaisirs, il ne pouvait pas chercher longtemps de suite à les imaginer, son cerveau fonctionnait à vide. Alors il passait son doigt sur ses paupières fatiguées, comme il aurait essuyé le reste de son lorgnon, et cessait entièrement de penser. Il surnageait pourtant à cette inconnue certaines occupations qui réapparaissaient de temps en temps, vaguement rattachées par elle à quelque obligation envers des parents éloignés ou des amis d'autrefois qui, parce qu'ils étaient les seuls qu'elle lui citait souvent comme l'empêchant de le voir, paraissaient à Swann former le cadre fixe nécessaire de la vie d'Odette. À cause du ton dont elle lui disait de temps en temps à autre, le jour où je vais avec mon ami à l'hippodrome, si, s'étant senti malade et ayant pensé peut-être Odette voudrait bien passer chez moi, il se rappelait brusquement que c'était justement ce jour-là, il se disait « Ah non, ce n'est pas la peine de lui demander de venir, j'aurais dû y penser plus tôt, c'est le jour où elle va avec son ami à l'hippodrome. Réservons-nous pour ce qui est possible. C'est inutile de s'user à proposer des choses inacceptables et refuser d'avance. » Et ce devoir qui lui incombait à Odette d'aller à l'hippodrome et devant lequel Swann s'inclinait ainsi ne lui paraissait pas seulement inéluctable, mais ce caractère de nécessité dont il était emprunt semblait rendre plausible et légitime tout ce qui, de près ou de loin, se rapportait à lui. Si Odette, dans la rue, ayant reçu d'un passant un salut qui avait éveillé la jalousie de Swann, elle répondait aux questions de celui-ci en rattachant l'existence de l'inconnu à un des 2 ou 3 grandes voix dont elle lui parlait, si par exemple elle disait « C'est un monsieur qui était dans le loge de mon ami avec qui je vais à l'hippodrome ». Cette explication calmait les soupçons de Swann, qui, en effet, trouvait inévitable que l'ami eût d'autres invités qu'Odette dans sa loge à l'hippodrome, mais n'avait jamais cherché ou réussi à se les figurer. Ah, comme il lui aimait la connaître, l'ami qui allait à l'hippodrome, et qu'elle l'y amena avec Odette. Comme il aurait donné toutes ses relations pour n'importe quelle personne qui avait l'habitude de voir Odette, fût-ce une manicure ou une demoiselle de magasin. Il eût fait pour elle plus de frais que pour des reines. Ne lui aurait-elle pas fourni, dans ce qu'elle contenait de la vie d'Odette, le seul calmant efficace pour ses souffrances ? Comme il aurait couru avec joie passer les journées chez telle de ces petites gens avec lesquelles Odette gardait des relations, soit par intérêt, soit par simplicité véritable.
Comme il eût volontiers élu domicile à jamais au 5e étage de telle maison sordide et enviée où Odette ne l'amenait pas et où, s'il y avait habité avec la petite courturière retirée, dont il eût volontiers fait semblant d'être l'amant, il aurait presque chaque jour reçu sa visite. Dans ces quartiers presque populaires, quelle existence modeste, abjecte mais douce, mais nourrie de calme et de bonheur, il eût accepté de vivre indéfiniment. Il arrivait encore parfois, quand, ayant rencontré Swann, elle voulait s'approcher d'elle, quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qu'il put remarquer sur le visage d'Odette cette tristesse qu'elle avait eue le jour où il était venu pour la voir pendant que Forcheville était là. Mais c'était rare, car les jours où, malgré tout, ce qu'elle avait à faire et la crainte de ce qu'elle penserait le monde, elle arrivait à voir Swann, ce qui dominait maintenant dans son attitude était l'assurance. Grand contraste, peut-être revanche inconsciente ou réaction naturelle de l'émotion craintive qu'au premier temps où elle l'avait connu, elle éprouvait auprès de lui, et même loin de lui quand elle commençait une lettre par ces mots « Mon ami, ma main tremble si fort que je peux à peine écrire ». Elle le prétendait du moins, et un peu de cet émoi devait être sincère pour qu'elle désirât d'en feindre davantage. Swann lui plaisait alors. On ne tremble jamais que pour soi, que pour ce qu'on aime, car notre bonheur n'est plus dans leurs mains. De quel calme, de quelle aisance, de quelle hardiesse on jouit auprès d'eux. En lui parlant, en lui écrivant, elle n'avait plus de ces mots par lesquels elle cherchait à se donner l'illusion qui lui appartenait, faisant naître les occasions de dire non. Mien, quand il s'agissait de lui, vous êtes mon bien, c'est le parfum de notre amitié, je le garde. De lui parler de l'avenir, de la mort même, comme une seule chose pour eux deux. En ce temps-là, à tout ce qu'il disait, elle répondait avec admiration « vous ne serez jamais comme tout le monde ». Elle regardait sa longue tête un peu chauve, dont les gens qui connaissaient les succès de Swann pensaient « il n'est pas régulièrement beau si vous voulez, mais il est chic, ce toupet ». Ce monocle, ce sourire, et plus curieuse peut-être de connaître ce qu'il était que désireuse d'être sa maîtresse, elle disait « Ah, si je pouvais savoir ce qu'il y a dans cette tête-là !» Maintenant, à toutes les paroles de Swann, elle répondait d'un ton parfois irrité, parfois indulgent « Ah, tu ne seras donc jamais comme tout le monde !» Elle regardait cette tête qui n'était qu'un peu plus vieille par le souci, mais dont maintenant tous pensaient en vertu de cette même aptitude qui permet de découvrir les intentions d'un nouveau symphonique dont on a lu le programme, et les ressemblances d'un enfant quand on connaît sa parenté. Il n'est pas positivement laid si vous voulez, mais il est ridicule. Ce monocle, ce toupet, ce sourire, réalisant dans leur imagination suggestionnée la démarcation immatérielle qui sépare à quelques mois de distance une tête d'amant de cœur et une tête de cocu. Elle disait « Ah, si je pouvais changer, rendre raisonnable ce qu'il y a dans cette tête-là !» Toujours prêt à croire ce qu'il souhaitait, si seulement les manières d'être d'Odette avec lui laissaient place au doute, il se jetait avidement sur cette parole. « Tu le peux si tu le veux, lui disait-il. Et il tâchait de lui montrer que l'apaiser, le diriger, le faire travailler serait une noble tâche à laquelle ne demandait qu'à se vouer d'autres femmes qu'elle, entre les mains desquelles il est vrai d'ajouter que la noble tâche ne lui parut plus qu'une indiscrète et insupportable usurpation de sa liberté. Si elle ne m'aimait pas un peu, se disait-il, elle ne souhaiterait pas me transformer. Pour me transformer, il faudra qu'elle me voie davantage. Ainsi trouvait-il dans ce reproche qu'elle lui faisait, comme une preuve d'intérêt, d'amour peut-être, et en effet, elle lui en donnait maintenant si peu qu'il était obligé de considérer comme telles les défenses qu'elle lui faisait d'une chose ou d'une autre. Un jour, elle lui déclara qu'elle n'aimait pas son cocher, qu'il lui montait peut-être la tête contre elle, qu'en tout cas il n'était pas avec lui de l'exactitude de la déférence qu'elle voulait. Elle sentait qu'il désirait lui entendre dire « Ne le prends plus pour venir chez moi », comme il aurait désiré un baiser. Comme elle était de bonne humeur, elle le lui dit. Il fut attendri. Le soir, causant avec M. de Charlus, avec qui il avait la douceur de pouvoir parler d'elle ouvertement, car les moindres propos qu'il tenait, même aux personnes qui ne la connaissaient pas, se rapportaient en quelque manière à elle, il lui dit « Je crois pourtant qu'elle m'aime, elle est si gentille pour moi. Ce que je fais ne lui est certainement pas indifférent. » Et si au moment d'aller chez elle, montant dans une voiture avec un ami qu'il devait laisser en route, l'autre lui disait « Tiens, ce n'est pas l'Oredan qui est sur le siège ?» Avec quelle joie mélancolique. Swann lui répondait « Oh sapristi, non, je te dirai, je ne peux pas prendre l'Oredan quand je vais rue la Pérouse. Odette n'aime pas que je prenne l'Oredan. Elle ne le trouve pas bien pour moi. Enfin, que veux-tu les femmes, tu sais? Je sais que ça lui déplairait beaucoup. Ah ben oui, je n'aurais eu qu'à prendre Rémi, j'en aurais eu une histoire. » Ces nouvelles façons indifférentes, distraites, irritables, qui étaient maintenant celles d'Odette avec lui, certes Swann en souffrait, mais il ne connaissait pas sa souffrance. Comme c'était progressivement, jour par jour, qu'Odette s'était refroidie à son égard, ce n'est qu'en mettant en regard de ce qu'elle était aujourd'hui, de ce qu'elle avait été au début, qu'il aurait pu sonder la profondeur du changement qui s'était accompli. Or, ce changement, c'était sa profonde, sa secrète blessure qui lui faisait mal jour et nuit. Et dès qu'il sentait que ses pensées allaient un peu trop près d'elle, vivement il les dirigeait d'un autre côté de peur de trop souffrir. Il se disait bien d'une façon abstraite, il fut un temps où Odette m'aimait davantage. Mais jamais il ne revoyait ce temps. De même qu'il y avait dans son cabinet une commode qu'il s'arrangeait à ne pas regarder, qu'il faisait un crochet pour éviter en entrant et en sortant, parce que dans un tiroir était serré le chrysanthème qu'elle lui avait donné le premier soir où il l'avait reconduite, les lettres où elle disait « Que n'y avez-vous oublié aussi votre cœur? Je ne vous aurais pas laissé le reprendre. » Et aussi « À quelle heure du jour de la nuit que vous ayez besoin de moi, faites-moi signe et disposez de ma vie. » De même qu'il y avait en lui une place dont il ne laissait jamais approcher son esprit,
lui taisant faire s'il le faisait, s'il le fallait le détour d'un long raisonnement pour qu'il n'eût pas à passer devant elle, c'était elle où vivait le souvenir des jours heureux. Mais sa si précautionneuse prudence fut déjouée un soir qu'il était allé dans le monde. C'était chez la marquise de Sainte-Verte, à la dernière, pour cette année-là, des soirées où elle faisait entendre des artistes qui lui servaient ensuite pour ses concerts de charité. Swann, qui avait voulu successivement aller à toutes les précédentes et n'avait pu s'y résoudre, avait reçu, tant qu'il s'habillait pour se rendre à celle-ci, la visite du baron de Charlus, qui venait lui offrir de retourner avec lui chez la marquise si sa compagnie devait l'aider à s'y ennuyer un peu moins, à s'y trouver moins triste. Mais Swann lui avait répondu « Vous ne doutez pas du plaisir que j'aurais à être avec vous, mais le plus grand plaisir que vous puissiez me faire, c'est d'aller plutôt voir Odette. Vous savez l'excellente influence que vous avez sur elle. Je crois qu'elle ne sort pas ce soir, avant d'aller chez son ancienne couturière, où du reste elle sera sûrement contente que vous l'accompagniez. En tout cas, vous la trouveriez chez elle avant. Tâchez de la distraire et aussi de lui parler raison. Si vous pouviez arranger quelque chose pour demain qui lui plaise et que nous pourrions faire tous les trois ensemble. Tâchez aussi de poser des jalons pour cet été si elle avait envie de faire quelque chose d'une croisière que nous ferions tous les trois, que sais-je. Quant à ce soir, je ne compte pas la voir. Maintenant, si elle le désirait ou si vous trouviez un joint, vous n'avez qu'à m'envoyer un mot chez madame de Sainte-Verte jusqu'à minuit et après chez moi. Merci de tout ce que vous faites pour moi. Vous savez comme je vous aime. » Le baron lui promit d'aller faire la visite qu'elle désirait après qu'il l'aurait conduit jusqu'à la porte de l'hôtel Sainte-Verte, où Swann arriva tranquillisé par la pensée que M. de Charlus passerait la soirée rue La Pérouse, mais dans un état de mélancolique indifférence à toutes les choses qui ne touchaient pas Odette, et en particulier aux choses mondaines qui leur donnaient le charme de ce qui, n'étant plus un but pour notre volonté, nous apparaît en soi-même. Dès sa descente de voiture, au premier plan de ce résumé fictif de leur vie domestique que les maîtresses de maison prétendent offrir à leurs invités les jours de cérémonie où elles cherchent à respecter la vérité du costume et celle du décor, Swann prit plaisir à voir les héritiers des tigres de Balzac, les grooms, suivant ordinaire de la promenade, qui chapeautaient et bottaient, restaient dehors devant l'hôtel sur le sol de l'avenue ou devant les écuries comme des jardiniers auraient été rangés à l'entrée de leur parterre. La disposition particulière qu'il avait toujours eue à chercher des analogies entre les êtres vivants et les portraits des musées s'exerçait encore, mais d'une façon plus constante et plus générale. C'est la vie mondaine tout entière, maintenant qu'il en était détaché, qui se présentait à lui comme une suite de tableaux. Dans le vestibule, autrefois, quand il était un mondain, il entrait enveloppé dans son par-dessus pour en sortir en frac, mais sans savoir ce qui s'y était passé, étant par la pensée pendant les quelques instants qu'il y séjournait, ou bien encore dans la fête qu'il venait de quitter, ou bien déjà dans la fête où on allait l'introduire. Pour la première fois, il remarqua, réveillé par l'arrivée inopinée d'un invité aussi tardif, la meute éparse, magnifique et désœuvrée de grands valets de pied qui dormaient çà et là sur des banquettes et des coffres, et qui, soulevant leur noble profil aigu de levrier, se dressèrent et rassemblés formèrent le cercle autour de lui. L'un d'eux, d'aspect particulièrement féroce et assez semblable à l'exécuteur dans certains tableaux de la Renaissance, qui figure des supplices, s'avança vers lui d'un air implacable pour lui prendre ses affaires. Mais la dureté de son regard d'acier était compensée par la douceur de ses gants de fil, si bien qu'en approchant de Swann, il semblait témoigner du mépris pour sa personne et des égards pour son chapeau. Il le prit avec un soin auquel l'exactitude de sa pointure donnait quelque chose de méticuleux et une délicatesse que rendait presque touchante l'appareil de sa force. Puis il le passa à un de ses aides, nouveau et timide, qui exprimait l'effroi qu'il ressentait en roulant à tous sens des regards furieux et montrait l'agitation d'une bête captive dans les premières heures de sa domesticité. À quelques pas, un grand gaillard en livrée rêvait, immobile, sculptural, inutile, comme ce guerrier purement décoratif qu'on voit dans les tableaux les plus tumultueux de Mantegna, songeait, appuyé sur son bouclier, tandis qu'on se précipite et qu'on s'égorge à côté de lui. Détaché du groupe de ses camarades qui s'empressaient autour de Swann, il semblait aussi résolu à se désintéresser de cette scène qu'il suivait vaguement de ses yeux glauques et cruels que si c'eût été le massacre des innocents ou le martyre de Saint-Jacques. Il semblait précisément appartenir à cette race disparue, ou qui peut-être n'exista jamais que dans le retable de San Zeno et les fresques des Emeritani où Swann l'avait approché, où elle rêve encore, issue de la fécondation d'une statue antique par quelques modèles padouans du maître ou quelques saxons d'Albert Dürer. Et les mèches de ses cheveux roux, crespelées par la nature mais collées par la brillantine, étaient largement traitées comme elles sont dans la sculpture grecque qu'étudiait sans cesse le peintre de Mantoue, et qui, si dans la création elle ne figure que l'homme, c'est du moins tirer de ces simples formes des richesses si variées, et comme emprunter à toute la nature vivante qu'une chevelure, par l'enroulement lisse et les becs aigus de ses boucles, ou dans la superposition du triple et florissant diadème de ses tresses, a l'air à la fois d'un paquet d'algues, d'une nichée de colombes, d'un bandeau de jacinthe et d'une torsade de serpents. D'autres encore, colossaux aussi, se tenaient sur les degrés d'un escalier monumental, que leur présence décorative et leur immobilité marmoréenne auraient pu faire nommer, comme celui du palais ducal, l'escalier des géants,
et dans lequel Swann s'engagea avec la tristesse de penser qu'Odette ne l'avait jamais gravi. Ah, avec quelle joie, au contraire, il eût grimpé les étages noirs, malodorants et casse-cou de la petite couturière retirée, dans le 5e de laquelle il aurait été si heureux de payer plus cher qu'une avancelle hebdomadaire à l'opéra le droit de passer la soirée, quand Odette y venait, et même les autres jours, pour pouvoir parler d'elle, vivre avec les gens qu'elle avait l'habitude de voir quand elle n'était pas là, et qui, à cause de cela, lui paraissait receler de la vie de sa maîtresse quelque chose de plus réel, de plus inaccessible et de plus mystérieux. Tandis que dans cet escalier pestilentiel et désiré de l'ancienne couturière, comme il n'y en avait pas un second pour le service, on voyait le soir devant chaque porte une boîte au lait vide et sale préparée sur le paillasson dans l'escalier magnifique et dédaigné que Swann montait à ce moment, d'un côté et de l'autre, à des hauteurs différentes, devant chaque anfractuosité que faisait dans le mur la fenêtre de la loge ou la porte d'un appartement représentant le service intérieur qu'il dirigeait et en faisant hommage aux invités, un concierge, un majordome, un argentier, braves gens qui vivaient le reste de la semaine un peu indépendants dans leur domaine, y dînaient chez eux comme de petits boutiquiers et seraient peut-être demain au service bourgeois d'un médecin ou d'un industriel, attentifs à ne pas manquer aux recommandations qu'on leur avait faites, avant de leur laisser endosser la livrée éclatante qu'ils ne revêtaient qu'à de rares intervalles et dans laquelle ils ne se sentaient pas très à leur aise, se tenant sous l'arcature de leur portail avec un éclat pompeux, tempéré de bonhomie populaire comme des saints dans leur niche, et un énorme Suisse, habillé comme à l'église, frappait les dalles de sa canne au passage de chaque arrivant. Parvenu en haut de l'escalier, le long duquel l'avait suivi un domestique, à face blême, avec une petite queue de cheveux nouée d'un catogan derrière la tête, comme un sacristain de Goya ou un tabellion du répertoire, Swann passa devant un bureau où des valets, assis comme des notaires devant de grands registres, se levèrent et inscrivirent son nom. Il traversa alors un petit vestibule qui, tel que certaines pièces aménagées par leurs propriétaires pour servir de cadre à une seule œuvre d'art, dont elles tirent leur nom et d'une nudité voulue, ne contiennent rien d'autre, exhibait à son entrée comme quelque précieuse effigie de Benvenuto Cellini représentant un homme de guet, un jeune valeux de pied, le corps légèrement fléchi en avant, dressant sur son os col rouge une figure plus rouge encore d'où s'échappaient des torrents de feu, de timidité et de zèle, et qui, perçant les tapisseries d'Aubusson tendues devant le salon où on écoutait la musique, de son regard impétueux, vigilant et perdu, avait l'air, avec une impassibilité militaire ou une foi surnaturelle, allégorie de l'alarme, incarnation de l'attente, commémoration du branle-bas, d'épier, ange ou vigie d'une tour de donjon ou de cathédrale l'apparition de l'ennemi ou l'heure du jugement. Il ne restait plus à Swann qu'à pénétrer dans la salle du concert dont un huissier chargé de chaînes lui ouvrit les portes en s'inclinant comme il lui aurait remis les clés d'une ville. Mais il pensait à la maison où il aurait pu se trouver en ce moment même si Odette l'avait permis, et le souvenir entrevu d'une boîte au lait vide sur un paillasson lui serra le cœur. Swann retrouva rapidement le sentiment de la laideur masculine, quand, au-delà de la tenture de tapisserie, au spectacle des domestiques succéda celui des invités. Mais cette laideur même de visage qu'il connaissait pourtant si bien, lui semblait neuve depuis que leurs traits, au lieu d'être pour lui des signes pratiquement inutilisables, à l'identification de telle personne qui avait représenté jusque-là un faisceau de plaisir à poursuivre, d'ennui à éviter ou de politesse à rendre, reposaient coordonnés seulement par des rapports esthétiques dans l'autonomie de leurs lignes. Et en ces hommes, au milieu desquels Swann se trouva enserré, il n'était pas jusqu'au monocle que beaucoup portaient, et qui autrefois aurait tout au plus permis à Swann de dire qu'il portait un monocle, qui déliait maintenant de signifier une habitude, la même pour tous, ne lui apparut sur chacun avec une sorte d'individualité. Peut-être parce qu'il ne regarda le général de Froberville et le marquis de Bréauté qui causaient dans l'entrée comme deux personnages dans un tableau, alors qu'ils avaient été longtemps pour lui des amis utiles qu'il avait présentés au jockey et assisté dans des duels, le monocle du général restait entre ses paupières comme un éclat d'obus dans sa figure vulgaire, balafré, triomphal, au milieu du front qu'il égorgnait comme l'œil unique du cyclope, apparut à Swann comme une blessure monstrueuse qui pouvait être glorieuse d'avoir reçue, mais qu'il était indécent d'exhiber. Tandis que celui que M. de Beautray ajoutait, en signe de festivité, aux gants gris perle, au gibus, à la cravate blanche, et substitué au binocle familier, comme faisait Swann lui-même, pour aller dans le monde, portait collé à son revers, comme une préparation d'histoire naturelle sous un microscope, un regard infinitésimal et grouillant d'amabilité qui ne cessait de sourire à la hauteur des plafonds, à la beauté des fêtes, à l'intérêt des programmes et à la qualité des rafraîchissements. « Tiens, vous voilà !» Mais il y a des éternités qu'on ne vous a vu, dit à Swann le général qui, remarquant ses traits tirés et en concluant que c'était peut-être une maladie grave qui l'éloignait du monde, ajouta « Vous avez bonne mine, vous savez », pendant que M. de Bréauté demandait « Comment, vous, mon cher,
Mais qu'est-ce que vous pouvez bien faire ici? Un romancier mondain qui venait d'installer au coin de son œil un monocle, son seul organe d'investigation psychologique et d'impitoyable analyse, et répondit d'un air important et mystérieux en roulant l'air « J'observe ». Le monocle du marquis de Forestel était minuscule, il n'avait aucune bordure et obligeant à une crispation incessante et douloureuse l'œil où il s'incrustait comme un cartilage superflu dont la présence est inexplicable et la matière recherchée, il donnait au visage du marquis une délicatesse mélancolique et le faisait juger par les femmes comme capable de grands chagrins d'amour, mais celui de monsieur de Saint-Candé, entouré d'un gigantesque anneau, comme Saturne, était le centre de gravité d'une figure qui s'ordonnait à tout moment par rapport à lui, dont le nez frémissant et rouge, et la boucle lipue et sarcastique, tachée par la grimace d'être à la hauteur des feux roulants d'esprit dont étincelait le disque de verre, et se voyait préférer au plus beau regard du monde, par des jeunes femmes snobs et dépravées qu'il faisait rêver de charmes artificiels et d'un raffinement de volupté. Et cependant, derrière le sien, M. de Palancy, qui avec sa grosse tête de carpe aux yeux ronds, se déplaçait lentement au milieu des fêtes, en desserrant d'instant en instant ses mandibules comme pour chercher son orientation, avait l'air de transporter seulement avec lui un fragment accidentel et peut-être purement symbolique du vitrage de son aquarium, partie destinée à figurer le tout, qui rappela à Swann, grand admirateur des vices et des vertus de Giotto à Padoue, cet injuste à côté duquel un rameau feuilli évoque les forêts où se cache son repère. Swann s'était avancé sur l'insistance de Madame de Sainte-Verte, et pour entendre un air d'Orphée qu'exécutait un flûtiste, s'était mis dans un coin où il avait malheureusement comme seule perspective deux dames déjà mûres, assises l'une à côté de l'autre, la marquise de Cambremer et la vicomtesse de Franquelot, lesquelles, parce qu'elles étaient cousines, passaient leur temps dans les soirées, portant leurs sacs et suivis de leurs filles, à se chercher comme dans une gare et n'étaient tranquilles que quand elles avaient marqué par leur éventail ou leur mouchoir deux places voisines. Madame de Cambremer, comme elle avait très peu de relations, étant d'autant plus heureuse d'avoir une compagne, Madame de Franquelot, qui étant au contraire très lancée, trouvait quelque chose d'élégant, d'original, à montrer à toutes ses belles connaissances qu'elle leur préférait une dame obscure avec qui elle avait en commun des souvenirs de jeunesse. Plein d'une mélancolie ironique, Swann les regardait écouter l'intermède de piano, Saint-François en parlant aux oiseaux, de Liszt, qui avait succédé à l'air de flûte, et suivre le jeu vertigineux du virtuose, Madame de Franquetot, anxieusement, les yeux éperdus comme si les touches sur lesquelles il courait avec agilité avaient été une suite de trapèzes dont il pouvait tomber d'une hauteur de 80 mètres, et non sans lancer en sa voisine des regards d'étonnement, de dénégation qui signifiaient « Ce n'est pas croyable, je n'aurais jamais pensé qu'un homme pût faire cela ». Madame de Cambremer, en femme qui a reçu une forte éducation musicale, battant la mesure avec sa tête, transformée en balancier de métronome, dont l'amplitude et la rapidité d'oscillation d'une épaule à l'autre étaient devenues telles, avec cette espèce d'égarement et d'abandon du regard qu'ont les douleurs qui ne se connaissent plus ni ne cherchent à se maîtriser et disent « Ah, que voulez-vous » qu'à tout moment, elle accrochait avec ses solitaires les pattes de son corsage et était obligée de redresser les raisins noirs qu'elle avait dans les cheveux, sans cesser pour cela d'accélérer le mouvement. De l'autre côté de Madame de Franquetot, mais un peu en avant, était la marquise de Gaillardon. Occupée à sa pensée favorite, l'alliance qu'elle avait avec les Guermantes, et d'où elle tirait pour le monde et pour elle-même beaucoup de gloire, avec quelque honte, les plus brillants d'entre eux la tenant un peu à l'écart, peut-être parce qu'elle était ennuyeuse, ou parce qu'elle était méchante, ou parce qu'elle était d'une branche inférieure, ou peut-être sans aucune raison. Quand elle se trouvait auprès de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, comme en ce moment auprès de Madame de Franquetot, elle souffrait que la conscience qu'elle avait de sa parenté avec les Guermantes ne pût se manifester extérieurement en caractères visibles, comme ceux qui, dans les mosaïques des églises byzantines, placés les uns au-dessous des autres, inscrivent en une colonne verticale, à côté d'un simple personnage, les mots qu'il est censé prononcer. Elle songeait en ce moment qu'elle n'avait jamais reçu une invitation ni une visite de sa jeune cousine, la princesse des Laumes, depuis 6 ans que celle-ci était mariée. Cette pensée la remplissait de colère, mais aussi de fierté, car à force de dire aux personnes qui s'étonnaient de ne pas la voir chez Madame des Laumes que c'est parce qu'elle aurait été exposée à y rencontrer la princesse Mathilde, ce que sa famille ultra-légitimiste ne lui aurait jamais pardonné, elle avait fini par croire que c'était en effet la raison pour laquelle elle n'allait pas chez sa jeune cousine. Elle se rappelait pourtant qu'elle avait demandé plusieurs fois à Madame des Laumes comment elle pourrait faire pour la rencontrer. Mais il ne se le rappelait que confusément, et d'ailleurs neutralisé au-delà ce souvenir un peu humiliant en murmurant « Ce n'est tout de même pas à moi de faire les premiers pas, j'ai 20 ans de plus qu'elle ». Grâce à la vertu de ses paroles intérieures, elle rejetait fièrement en arrière ses épaules détachées de son buste, et sur lesquelles sa tête posée presque horizontalement faisait penser à la tête rapportée d'un orgueilleux faisan qu'on sert sur une table avec toutes ses plumes. Terrible cette description. Ce n'est pas qu'elle fût par nature courtaude, homasse et boulotte, mais les camouflés l'avaient redressée comme ces arbres qui, nés dans une mauvaise position au bord d'un précipice, sont forcés de croître en arrière pour garder leur équilibre.
Obligée, pour se consoler de ne pas être tout à fait l'égale des autres guermantes, de se dire sans cesse que c'était par intransigeance de principe et fierté qu'elle les voyait peu, cette pensée avait fini par modeler son corps et par lui enfanter une sorte de prestance qui passait aux yeux des bourgeoises pour un signe de race et troublait quelquefois d'un désir fugitif le regard fatigué des hommes du cercle. Si on avait fait subir à la conversation de Madame de Gaillardon ces analyses qui, en relevant la fréquence plus ou moins grande de chaque terme, permettent de découvrir la clé d'un langage chiffré, on se fut rendu compte qu'aucune expression, même la plus usuelle, n'y revenait aussi souvent que chez mes cousins de Guermantes, chez ma tante de Guermantes, la santé d'Elzéar de Guermantes, la baignoire de ma cousine de Guermantes. Quand on lui parlait d'un personnage illustre, elle répondait que, sans le connaître personnellement, elle l'avait rencontré 1000 fois chez sa tante de Guermantes, mais elle répondait cela d'un ton si glacial et d'une voix si sourde qu'il était clair que si elle ne le connaissait pas personnellement, c'était en vertu de tous les principes indéracinables et entêtés auxquels ses épaules touchaient en arrière, comme à ces échelles sur lesquelles les professeurs de gymnastique vous font étendre pour vous développer le thorax. Or, la princesse des Lômes, qu'on ne se serait pas attendu à voir chez Madame de Sainte-Verte, venait précisément d'arriver. Pour montrer qu'elle ne cherchait pas à faire sentir dans un salon où elle ne venait que par condescendance la supériorité de son rang, elle était entrée en effaçant les épaules, là même où il n'y avait aucune foule à fendre et personne à laisser passer, restant exprès dans le fond de l'air d'y être à sa place. Un roi qui fait la queue à la porte d'un théâtre tant que les autorités n'ont pas été prévenues qu'il est là. Et, bornant simplement son regard pour ne pas avoir l'air de signaler sa présence et de réclamer des égards à la considération d'un dessin du tapis ou de sa propre jupe, elle se tenait debout à l'endroit qui lui avait paru le plus modeste et d'où elle savait bien qu'une exclamation ravie de Madame de Sainte-Verte allait la tirer dès que celle-ci aurait aperçu. À côté de Madame de Cambremer, qui lui était inconnue. Elle observait la mimique de sa voisine mélomane, mais ne l'imitait pas. Ce n'est pas que pour une fois qu'elle venait passer 5 minutes chez Madame de Sainte-Verte, la princesse des Lômes n'eût souhaité, pour que la politesse qu'elle lui faisait compter à double, de se montrer le plus aimable possible, mais par nature, elle avait horreur de ce qu'elle appelait les exagérations, et tenait à montrer qu'elle n'avait pas à se livrer à des manifestations qui n'allaient pas avec le genre de la coterie où elle vivait, et qui pourtant, d'autre part, ne laissaient pas de l'impressionner à la faveur de cet esprit d'imitation voisin de la timidité que développe chez les gens les plus sûrs d'eux-mêmes l'ambiance d'un milieu nouveau, fût-il inférieur. Elle commençait à se demander si cette gesticulation n'était pas rendue nécessaire par le morceau qu'on jouait, et qui ne rentrait peut-être pas dans le cadre de la musique qu'elle avait entendue jusqu'à ce jour, si s'abstenir n'avait pas fait preuve d'incompréhension à l'égard de l'œuvre et d'inconvenance vis-à-vis de la maîtresse de la maison. De sorte que pour exprimer par une cote mal taillée ses sentiments contradictoires, tantôt elle se contentait de remonter la bride de ses épaulettes, ou d'assurer dans ses cheveux blonds les petites boules de corail ou d'émail rose, grivées de diamants, qu'il faisait une coiffure simple et charmante, en examinant avec une froide curiosité sa fougueuse voisine, tantôt de son éventail elle battait pendant un instant la mesure, mais pour ne pas abdiquer son indépendance, à contretemps. Le pianiste, ayant terminé le morceau de Liszt, et ayant commencé un prélude de Chopin, Madame de Cambremer lança à Madame de Franquetot un sourire attendri de satisfaction compétente et d'allusion au passé. Elle avait appris dans sa jeunesse à caresser les phrases au long col sinueux et démesuré de Chopin, si libre, si flexible, si tactile, qui commencent par chercher et essayer leur place en dehors et bien loin de la direction de leur départ, bien loin du point où on avait pu espérer qu'atteindrait leur attouchement, et qui ne se joue dans cet écart de fantaisie que pour revenir plus délibérément d'un retour prémédité, avec plus de précision, comme sur un cristal qui résonnerait jusqu'à faire crier « vous frapper au cœur ». Vivant dans une famille provinciale qui avait peu de relations, n'allant guère au bal, elle s'était grisée dans la solitude de son manoir, à ralentir, à précipiter la danse de tous ces couples imaginaires, à les égrener comme des fleurs, à quitter un moment le bal pour entendre le vent souffler dans les sapins au bord du lac, et à y voir tout d'un coup s'avancer, plus différent de tout ce qu'on n'a jamais rêvé, que ne sont les amants de la terre, un mince jeune homme à la voix un peu chantante, étrangère et fausse, en gants blancs. Mais aujourd'hui, la beauté démodée de cette musique semblait défraîchie. Privée depuis quelques années de l'estime des connaisseurs, elle avait perdu son honneur et son charme, et ceux même dont le goût est mauvais n'y trouvaient plus qu'un plaisir inavoué et médiocre. Madame de Cambremer jeta un regard furtif derrière elle. Elle savait que sa jeune bru, pleine de respect pour sa nouvelle famille, sauf en ce qui touchait les choses de l'esprit sur lesquelles, sachant jusqu'à l'harmonie et jusqu'au grec, elle avait des lumières spéciales, méprisait Chopin et souffrait quand elle en entendait jouer. Mais loin de la surveillance de cette wagnérienne qui était plus loin avec un groupe de personnes de son âge, Madame de Cambremer se laissait aller à des impressions délicieuses. La princesse des Lômes les éprouvait aussi. Sans être par nature douée pour la musique, elle avait reçu il y a 15 ans les leçons d'un professeur de piano du faubourg Saint-Germain, femme de génie qui avait été à la fin de sa vie réduite à la misère, avait recommencé à l'âge de 70 ans à donner aux filles et aux petites filles de ses anciennes élèves. Elle était morte aujourd'hui. Mais sa méthode, son beau nom,
Son beau son renaissait parfois sous les doigts de ses élèves, même de celles qui étaient devenues pour le reste des personnes médiocres, avaient abandonné la musique et n'ouvraient presque plus jamais un piano. Aussi Madame Delhomme put-elle secouer la tête en pleine connaissance de cause, avec une appréciation juste de la façon dont le pianiste jouait ce prélude qu'elle savait par cœur. La fin de la phrase commencée chanta d'elle-même sur ses lèvres, et elle murmura « C'est toujours charmant », avec un double « ch » au commencement du mot, qui était une marque de délicatesse et dont elle sentait ses lèvres si romanesquement froissées comme une belle fleur qu'elle harmonisa instinctivement ce regard avec elle, en lui donnant à ce moment-là une sorte de sentimentalité et de vague. Cependant, Madame de Gaillardon était en train de se dire qu'il était fâcheux, qu'elle n'eut que bien rarement l'occasion de rencontrer la princesse Delhomme, car elle souhaitait lui donner une leçon en ne répondant pas à son salut. Elle ne savait pas que sa cousine fût là. Un mouvement de tête de Madame de Francolo la lui découvrit. Aussitôt, elle se précipita vers elle en dérangeant tout le monde, mais désireuse de garder un air hautain et glacial qui rappela à tous qu'elle ne désirait pas avoir de relation avec une personne chez qui on pouvait se trouver nez à nez avec la princesse Mathilde, et au-devant de qui elle n'avait pas à aller car elle n'était pas sa contemporaine, elle voulut pourtant compenser cet air de hauteur et de réserve par quelques propos qui justifia sa démarche et força la princesse à engager la conversation. Aussi, une fois arrivée près de sa cousine, Madame de Gaillardon, avec un visage dur, une main tendue comme une carte forcée, lui dit « Comment va ton mari ?» de la même voix soucieuse que si le prince avait été gravement malade. La princesse, éclatant d'un rire qui lui était particulier et qui était destiné à la fois à montrer aux autres qu'elle se moquait de quelqu'un et aussi à se faire paraître plus jolie en concentrant les traits de son visage autour de sa bouche animée et dont ce regard brillant lui répondit « Mais le mieux du monde !» Et elle rit encore, cependant, tout en redressant sa taille et refroissant sa mine, inquiète encore pourtant de l'état du prince, Madame de Gaillardon dit à sa cousine « Oriane !» Ici, Madame Delhomme regarda d'un air étonné, et rieur, un tiers invisible vis-à-vis duquel elle semblait tenir à attester qu'elle n'avait jamais autorisé Madame de Gaillardon à l'appeler par son prénom. Je tiendrai beaucoup à ce que tu viennes un moment demain soir chez moi, entendre un quintet avec clarinette de Mozart. Je voudrais avoir ton appréciation. Elle semblait non pas adresser une invitation, mais demander un service, et avoir besoin de l'avis de la princesse sur le quintet de Mozart, comme si ça avait été un plat de la composition d'une nouvelle cuisinière sur les talents de lequel il lui était précieux de recueillir l'opinion d'un gourmet. Mais je connais ce quintet, je peux te dire tout de suite que je l'aime. Ah, tu sais, mon mari n'est pas bien, son foie, cela lui ferait grand plaisir de te voir, reprit Madame de Gaillardon, faisant maintenant à la princesse une obligation de charité de paraître à sa soirée. La princesse n'aimait pas dire aux gens qu'elle ne voulait pas aller chez eux. Tous les jours, elle écrivait son regret d'avoir été privée, par une visite inopinée de sa belle-mère, par une invitation de son beau-frère, par l'opéra, par une partie de campagne, d'une soirée à laquelle elle n'aurait jamais songé à se rendre. Elle donnait ainsi à beaucoup de gens la joie de croire qu'elle était de leur relation, qu'elle eût été volontiers chez eux, qu'elle n'avait été empêchée de le faire que par des contretemps princiers qui étaient flattés de voir entrer en concurrence avec leur soirée. Puis, faisant partie de cette spirituelle coterie des guermantes où survivait quelque chose de l'esprit alerte, dépouillé de lieux communs et de sentiments convenus, qui descend de Mérimée et a trouvé sa dernière expression dans le théâtre de Meillac et à Lévis, elle l'adaptait même aux rapports sociaux, le transposait jusque de sa politesse qui s'efforçait d'être positive, précise, de se rapprocher de l'humble vérité. Elle ne développait pas longuement à une maîtresse de maison l'expression du désir qu'elle avait d'aller à sa soirée, elle trouvait plus aimable de lui exposer quelques petits faits d'où dépendrait de qu'il lui fût ou non possible de s'y rendre. « Écoute, je vais te dire, dit-elle à Madame de Gaillardon, il faut demain soir que j'aille chez une amie qui m'a demandé mon jour, depuis longtemps. Si elle nous amène au théâtre, il n'y aura pas, avec la meilleure volonté, possibilité que j'aille chez toi, mais si nous restons chez elle, comme je sais que nous serons seuls, je pourrais la quitter. Tiens, tu as vu ton ami M. Swann ? Mais non, cet amour de Charles, je ne savais pas qu'il fût là, je vais tâcher qu'il me voie. C'est drôle qu'il aille même chez la mère Sainte-Verte, dit Madame de Gaillardon. Oh, je sais qu'il est intelligent, ajouta-t-elle en voulant dire par là intrigant, mais cela ne fait rien. Un juif chez la sœur et la belle-sœur de 2 archevêques ? J'avoue à ma honte que je ne suis pas choqué, dit la princesse Delhomme. Je sais qu'il est converti, et même déjà ses parents et ses grands-parents, mais on dit que les convertis restent plus attachés à la religion que les autres, que c'est une frime. Est-ce vrai ? Alors là, je suis sans lumière à ce sujet. Le pianiste qui avait à jouer 2 morceaux de Chopin, après avoir terminé le prélude, avait attaqué aussitôt une polonaise. Mais depuis que Madame de Gaillardon avait signalé à sa cousine la présence de Swann, Chopin ressuscité aurait pu venir jouer lui-même toutes ses œuvres sans que Madame Delhomme pût y faire attention. Elle faisait partie d'une de ces 2 moitiés de l'humanité, chez qui la curiosité qu'a l'autre moitié pour les êtres qu'elle ne connaît pas est remplacée par l'intérêt pour les êtres qu'elle connaît. Comme beaucoup de femmes du faubourg Saint-Germain, la présence dans un endroit où elle se trouvait de quelqu'un de sa coterie, et auquel d'ailleurs elle n'avait rien de particulier à dire, accaparait exclusivement son attention aux dépens de tout le reste. À partir de ce moment, dans l'espoir que Swann la remarquerait, la princesse ne fit plus comme une souris blanche, apprivoisée à qui on retire un morceau de sucre, que tourner sa figure, remplie de 1000 signes de connivence dénués de rapport avec le sentiment de la polonaise de Chopin,
dans la direction où était Swann, et si celui-ci changeait de place, elle déplaçait parallèlement son sourire aimanté. « Oriane, ne te fâche pas, reprit Madame de Gaillardon, qui ne pouvait jamais s'empêcher de sacrifier ses plus grandes espérances sociales et d'éblouir un jour le monde, au plaisir obscur, immédiat et privé de dire quelque chose de désagréable. Il y a des gens qui prétendent que ce monsieur Swann, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas recevoir chez soi. » « Est-ce vrai ? Mais tu dois bien savoir que c'est vrai, répondit la princesse des Lômes, puisque tu l'as invité 50 fois et qu'il n'est jamais venu. » Et quittant sa cousine mortifiée, elle éclata de nouveau d'un rire qui scandalisa les personnes qui écoutaient la musique, mais attira l'attention de Madame de Sainte-Verte, restée par politesse près du piano, et qui aperçut seulement alors la princesse. Madame de Sainte-Verte était d'autant plus ravie de voir Madame des Lômes qu'elle la croyait encore à Guermantes, en train de soigner son beau-père malade. « Mais comment, princesse, vous étiez là ?»« Oui, je m'étais mise dans un petit coin, j'ai entendu de belles choses. »« Mais comment vous êtes là depuis déjà un long moment ?»« Mais oui, un très long moment, qui m'a semblé très court, long seulement, parce que je ne vous voyais pas. » Madame de Sainte-Verte voulut donner son fauteuil à la princesse, qui répondit « Mais pas du tout. Pourquoi ? Je suis bien n'importe où. » Et avisant avec intention pour mieux manifester sa simplicité de grande dame, un petit siège sans dossier, « Tenez, ce pouf, c'est tout ce qu'il me faut. Cela me fera tenir droite. Oh mon Dieu, je fais encore du bruit, je vais me faire conspuer. » Cependant, le pianiste redoublant de vitesse, l'émotion musicale était en son comble, un domestique passait des rafraîchissements sur un plateau et faisait teinter des cuillères, et comme chaque semaine, Madame de Sainte-Verte lui faisait, sans qu'il la vît, des signes de s'en aller. Une nouvelle mariée, à qui on avait appris qu'une jeune femme ne doit pas avoir l'air blasé, souriait de plaisir et cherchait des yeux la maîtresse de maison pour qu'elle lui témoignait par son regard sa reconnaissance d'avoir pensé à elle pour un pareil régal. Pourtant, quoique avec plus de calme que Madame de Franquelot, ce n'est pas sans inquiétude qu'elle suivait le morceau. Mais la sienne avait pour objet, au lieu du pianiste, le piano, sur lequel une bougie tressautante à chaque fortissimo risquait, sinon de mettre le feu à l'abat-jour, du moins de faire des taches sur le palissandre. À la fin, elle n'y tint plus, et escaladant les 2 marches de l'estrade sur laquelle était placé le piano, se précipita pour enlever la bobèche. Mais à peine ses mains allaient-elles la toucher que sur un dernier accord, le morceau fini et le pianiste se leva. Néanmoins, l'initiative hardie de cette jeune femme, la courte promiscuité qui en résulta entre elle et l'instrumentiste, produisirent une impression généralement favorable. « Vous avez remarqué ce qu'a fait cette personne, princesse ?» dit le général de Froqueville à la princesse des Lômes qui était venue saluer et que Madame de Sainte-Verte quitta un instant. « C'est curieux, hein ? Est-ce donc une artiste ?»« Non, non, c'est une petite Madame de Cambremer, répondit étourdiment la princesse, et elle ajouta vivement « Je vous répète ce que j'ai entendu dire, je n'ai aucune espèce de notion de qui c'est. On a dit derrière moi que c'était des voisins de campagne de Madame de Sainte-Verte, mais je ne crois pas que personne les connaisse. Ça doit être des gens de la campagne. Du reste, je ne sais pas si vous êtes très répandu dans la brillante société qui se trouve ici, mais je n'ai pas idée de nom de toutes ces étonnantes personnes. Hein. À quoi pensez-vous qu'ils puissent passer leur vie en dehors des soirées de Madame de Sainte-Verte ? Elle a dû les faire venir avec des musiciens, les chaises et les rafraîchissements. Avouez que ces invités de chez Belloir sont magnifiques. Est-ce que vraiment elle a le courage de louer ses figurantes toutes les semaines ? C'est pas possible. Ah, mais Cambremer, c'est un nom authentique et ancien, dit le général. Je ne vois aucun mal à ce que ce soit ancien, répondit sèchement la princesse. Mais en tout cas, ce n'est pas euphonique, ajouta-t-elle en détachant le mot euphonique comme s'il était entre guillemets, petite affection de débit qui était particulière à la coterie Guermantes. Vous trouvez ? Elle est jolie à craquer, dit le général, qui ne perdit pas Madame de Cambremer de vue. Ce n'est pas votre avis, princesse ? Elle se met trop en avant. Je trouve que chez une si jeune femme, ce n'est pas agréable, car je ne crois pas qu'elle soit ma contemporaine, répondit Madame des Lômes, cette expression étant commune aux Gaillardons et aux Guermantes. Mais la princesse, voyant que M. de Froberville continuait à regarder Madame de Cambremer, ajouta, moitié par méchanceté pour celle-ci, moitié par amabilité pour le général, pas agréable pour son mari. Je regrette de ne pas la connaître, puisqu'elle vous tient à cœur. Je vous aurais présenté, dit la princesse, qui probablement n'en aurait rien fait si elle avait connu la jeune femme. Je vais être obligée de vous dire bonsoir, parce que c'est la fête d'une amie à qui je dois aller la souhaiter, dit-elle d'un ton modeste et vrai, réduisant la réunion mondaine à laquelle elle ne se rendait à la simplicité d'une cérémonie ennuyeuse, mais où il était obligatoire et touchant d'aller. D'ailleurs, je dois y retrouver Bazin, qui, pendant que j'étais ici, est allé voir ses amis que vous connaissez, je crois, qui ont un nom de pont, les Iénas. Ça a été d'abord un nom de victoire. Princesse, dit le général. Qu'est-ce que vous voulez, pour un vieux briscard comme moi, ajouta-t-il en ôtant son monocle pour l'essuyer, comme il aurait changé un pansement, tandis que la princesse détournait instinctivement les yeux. Cette noblesse d'empire, c'est autre chose, bien entendu. Mais enfin, pour ce que c'est très beau dans son genre. Ce sont des gens qui, en somme, se sont battus en héros. Mais je suis pleine de respect pour les héros, dit la princesse, sur un ton légèrement ironique. Si je ne vais pas avec Bazin chez une princesse d'Iéna, ce n'est pas du tout pour ça, c'est tout simplement parce que je ne les connais pas. Bazin les connaît, les chérit. Oh non, ce n'est pas ce que vous pensez, hein, ce n'est pas un flirt, je n'ai pas un ami opposé, du reste.
pour ce que cela sert quand je veux m'y opposer, ajouta-t-elle d'une voix mélancolique, car tout le monde savait que dès le lendemain du jour où le prince des Lômes avait épousé sa ravissante cousine, il n'avait pas cessé de la tromper. Mais enfin, ce n'est pas le cas. Ce sont des gens qu'il a connus autrefois, il en fait ses choux gras. Je trouve ça très bien. D'abord, je vous dirais que rien de ce qu'il m'a dit de leur maison pensait que tous leurs meubles, sont empires. Mais princesse, naturellement, c'est parce que c'est le mobilier de leurs grands-parents. Je ne vous dis pas, mais ça n'est pas moins laid pour ça. Je comprends très bien qu'on ne puisse pas avoir de jolies choses, mais au moins qu'on n'ait pas de choses ridicules. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne connais rien de plus pompier, de plus bourgeois que cet horrible style avec des commodes qui ont des têtes de cygne comme des baignoires. Mais je crois même qu'ils ont de belles choses. Ils doivent avoir la fameuse table de mosaïque sur laquelle a été signé le traité de... Ah, mais qu'ils aient des choses intéressantes au point de vue de l'histoire, je ne vous dis pas. Mais ça ne peut pas être beau, puisque c'est horrible. Moi aussi, j'ai des choses comme ça, parce que Bazin a hérité des Montesquieu. Seulement, elles sont dans les greniers de Guermantes où personne ne les voit. Enfin, du reste, ce n'est pas la question. Je me précipiterai chez eux avec Bazin, j'irai les voir même au milieu de leur sphinx et de leur cuivre si je les connaissais, mais je ne les connais pas. Moi, on m'a toujours dit quand j'étais petite que ce n'était pas poli d'aller chez les gens qu'on ne connaissait pas, dit-elle en prenant un ton puéril. Alors je fais ce qu'on m'a appris. Voyez-vous, ces braves gens, si vous voyez entrer une personne qu'ils ne connaissent pas, ils me recevraient peut-être très mal, dit la princesse. Et par coquetterie, elle a embelli le sourire que cette supposition lui a arraché, en donnant à son regard bleu fixé sur le général une expression rêveuse et douce. Ah, princesse, vous savez bien qu'il ne se tiendrait pas de joie. Mais non, pourquoi lui demanda-t-elle avec une extrême vivacité, soit pour ne pas avoir l'air de savoir que c'est parce qu'elle était une des plus grandes dames de France, soit pour avoir le plaisir de l'entendre dire en général. Pourquoi? Qu'en savez-vous? Cela serait peut-être tout ce qu'il y a de plus désagréable, moi je ne sais pas, mais si j'en juge par moi, cela m'ennuie déjà tant de voir les personnes que je connais, je crois que s'il fallait voir des gens que je ne connais pas, même héroïques, je deviendrais folle. D'ailleurs, voyons, sauf lorsqu'il s'agit de vieux amis comme vous, en connaissant cela, je ne sais pas si l'héroïsme serait d'un format très portatif dans le monde. Ça m'ennuie déjà souvent de donner des dîners, mais s'il fallait offrir le bras à Spartacus pour aller à table, ah non, vraiment, ce ne sera jamais à Vercingétorix que je ferai signe comme 14e. Je sens que je réserverai pour les grandes soirées. Et comme je n'en donne pas... Ah, princesse, vous n'êtes pas Guermantes pour des prunes. Le posez-vous assez, l'esprit des Guermantes? Mais on dit toujours l'esprit des Guermantes. Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi. Vous en connaissez donc d'autres, Canet, ajouta-t-elle dans un éclat de rire écumant et joyeux, les traits de son visage concentrés, accouplés dans le réseau de son animation, les yeux étincelants, enflammés d'un ensoleillement radieux de gaieté que seul avait le pouvoir de faire rayonner ainsi les propos, fût-il tenu par la princesse elle-même, qui était une louange de son esprit ou de sa beauté. Tenez, voilà Swann qui a l'air de saluer votre Cambremer là. Il est à côté de la mer Sainte-Verte. Vous ne voyez pas? Demandez-lui de vous présenter, mais dépêchez-vous, il cherche à s'en aller. Avez-vous remarqué quelle affreuse mine il a? Dit le général. Mon petit Charles! Ah, enfin il vient. Je commençais à supposer qu'il ne voulait pas me voir. Swann aimait beaucoup la princesse des Lômes. Puis, sa vue lui rappelait Guermantes, terre voisine de Combray, tout ce que ce pays qu'il aimait tant, et il ne retournait plus pour ne pas s'éloigner d'Odette. Usant des formes mi-artistes, mi-galantes par lesquelles il savait plaire à la princesse et qu'il retrouvait tout naturellement quand il se retrempait un instant dans un ancien milieu, et voulant d'autre part pour lui-même exprimer la nostalgie qu'il avait de la campagne, « Ah !» dit-il à la cantonade, pour être entendu à la fois de madame de Sainte-Verte à qui il parlait, et de madame des Lômes pour qui il parlait, voici la charmante princesse. Voyez, elle est venue tout exprès de Guermantes pour entendre le saint François d'Assise de Licht, et elle n'a eu le temps, comme une jolie mésange, que d'aller piquer pour les mettre sur sa tête quelques petits fruits de prunier, des oiseaux et d'aubépine. Il y a même encore de petites gouttes de rosée, un peu de la gelée blanche qui doit faire gémir la duchesse. C'est très joli, ma chère princesse. Comment? La princesse est venue exprès de Guermantes, mais c'est trop. Je ne savais pas, je suis confuse, s'écrie naïvement madame de Sainte-Verte, qui est à peu près habituée au tour d'esprit de Swann. Et examinant la coiffure de la princesse, mais c'est vrai cela, imite, comment dirais-je, pas les châtaignes, non, oh, c'est une idée ravissante, mais comment la princesse pouvait-elle connaître mon programme? Les musiciens ne me l'ont même pas communiqué à moi. Swann habitué quand il était auprès d'une femme à qui il avait gardé des habitudes galantes de langage, de dire les choses délicates que beaucoup de gens du monde ne comprenaient pas, ne daigna pas expliquer à madame de Sainte-Verte qu'il n'avait parlé que par métaphore. Quant à la princesse, elle se mit à rire aux éclats parce que l'esprit de Swann était extrêmement apprécié dans sa coterie, aussi parce qu'elle ne pouvait entendre un compliment s'adressant à elle que sans lui trouver les grâces les plus fines et une irrésistible drôlerie. « Eh bien, je suis ravi, Charles, si mes petits fruits d'aubépine vous plaisent. Pourquoi est-ce que vous saluez cette Cambremer? Est-ce que vous êtes aussi son voisin de campagne ?» Madame de Sainte-Verte, voyant que la princesse avait l'air content de causer avec Swann, s'était éloignée. « Mais vous l'êtes vous-même, princesse. » Mais ils ont donc des campagnes partout, ces gens, mais comment j'aimerais être à leur place? Ce ne sont pas les Cambremer, c'était ses parents à elle. Elle est une demoiselle Legrandin qui venait à Combray.
Je ne sais pas si vous savez que vous êtes comtesse de Combray et que le chapitre vous doit une redevance. Je ne sais pas ce que me doit le chapitre, mais je sais que je suis tapé de 100 francs tous les ans par le curé, ce dont je me passerai. Enfin, ces Cambremer ont un nom bien étonnant, il finit juste à temps, mais il finit mal, dit-elle en riant. Il ne commence pas mieux, répondit Swann. En effet, cette double abréviation, c'est quelqu'un de très en colère et de très convenable, qui n'a pas osé aller jusqu'au bout du premier mot. Et puisqu'il ne devait pas pouvoir s'empêcher de commencer le second, il aurait mieux fait d'achever le premier pour en finir une bonne fois. Nous sommes en train de faire des plaisanteries d'un goût charmant, mon petit Charles, mais comme c'est ennuyeux de ne plus vous voir, ajouta-t-elle d'un ton câlin, j'aime tant causer avec vous. Pensez que je n'aurais même pas pu faire comprendre à cet idiot de Froberville que le nom de Cambremer était étonnant. Avouez que la vie est une chose affreuse. Il n'y a que quand je vous vois que je cesse de m'ennuyer. Et sans doute, cela n'était pas vrai, mais Swann et la princesse avaient une même manière de juger les petites choses qui avaient pour effet, à moins que ce ne fût pour cause, une grande analogie dans la façon de s'exprimer et jusque dans la prononciation. Cette ressemblance ne frappait pas parce que rien n'était plus différent que leurs deux voix. Mais si on parvenait par la pensée à ôter au propos de Swann la sonorité qui les enveloppait et les moustaches dans lesquelles ils sortaient, on se rendait compte que c'étaient les mêmes phrases, les mêmes inflexions, le tour de la coterie guermante. Pour les choses importantes, Swann et la princesse n'avaient les mêmes idées sur rien. Mais depuis que Swann était si triste, ressentant toujours cette espèce de frisson qui précède le moment où l'on va pleurer, il avait le même besoin de parler du chagrin qu'un assassin a de parler de son crime. En attendant, la princesse lui dit que la vie était une chose affreuse. Il éprouva la même douceur que si elle lui avait parlé d'Odette. « Oh oui, la vie, c'est une chose affreuse. Mais il faut que nous nous voyions, ma chère amie. Ce qu'il y a de gentil avec vous, c'est que vous n'êtes pas gai. On pourrait passer une soirée ensemble. Mais je crois bien. Pourquoi ne viendrez-vous pas à Guermantes ? Ma belle-mère serait folle de joie. Cela passe pour tréler, mais je vous dirai que ce pays ne me déplaît pas. J'ai horreur des pays pittoresques. Je crois bien, c'est admirable, répondit Swann. C'est presque trop beau, trop vivant pour moi en ce moment. C'est un pays pour être heureux. C'est peut-être parce que j'y ai vécu, mais les choses m'y parlent tellement. Dès qu'il se lève un souffle d'air, que les blés commencent à remuer, il me semble qu'il y a quelqu'un qui va arriver, que je vais recevoir une nouvelle, et que ces petites maisons au bord de l'eau, je serais bien malheureux. Oh, mon petit Charles, prenez garde, voici l'affreuse Rampillon qui m'a vu. Cachez-moi, rappelez-moi donc ce qui lui est arrivé. Je confonds, elle a marié sa fille ou son amant, je ne sais plus, peut-être les deux, et ensemble, c'est ça, hein. Ah non, je me rappelle, elle a été répudiée par son prince, et il a l'air de me parler pour que cette Bérénice ne vienne pas m'inviter à dîner, hein. Du reste, je me sauve, écoutez mon petit Charles, pour une fois que je vous vois, vous ne voulez pas vous laisser enlever, et que je vous amène chez la princesse de Parme qui serait tellement contente, et Bazin aussi qui doit m'y rejoindre. Si on n'avait pas de vos nouvelles par Mémé, pensez que je ne vous vois plus jamais, hein. Swann refusa. Ayant prévenu M. de Charlus qu'en quittant de chez Madame de Sainte-Verte, il rentrerait directement chez lui, il ne se souciait pas en allant chez la princesse de Parme de risquer de manquer un mot qu'il avait tout le temps espéré se voir remettre par un domestique pendant la soirée, et que peut-être il allait retrouver chez son concierge. « Ce pauvre Swann, dit ce soir-là Madame Delhomme à son mari, il est toujours gentil, mais il a l'air bien malheureux. Vous le verrez car il a promis de venir dîner un de ces jours. Je trouve ridicule au fond qu'un homme de son intelligence souffre pour une personne de ce genre, et qui n'est même pas intéressante, car on l'a dit idiote. » ajouta-t-elle avec la sagesse des gens non amoureux qui trouvent qu'un homme d'esprit ne devrait être malheureux que pour une personne qui en valut la peine. C'est à peu près comme s'étonner qu'on daigne souffrir du choléra par le fait de n'être aussi petit que le bacille, virgule. Swann voulait partir, mais au moment où il allait enfin s'échapper, le général de Froberville lui demanda à connaître Madame de Cambremer et il fut obligé de rentrer avec lui dans le salon pour la chercher. « Dites donc, Swann, j'aimerais mieux être le mari de cette femme-là que d'être massacré par les sauvages. Qu'en dites-vous » Ces mots « massacrés par des sauvages » percèrent douloureusement le cœur de Swann. Aussitôt, il éprouva le besoin de continuer la conversation avec le général. « Ah » lui dit-il, « il y a eu de belles vies qui ont fini de cette façon. Ainsi, vous savez, ce navigateur dont Dumont d'Urville ramena les cendres, la Pérouse. » Et Swann était déjà heureux comme s'il avait parlé d'Odette. « C'est un beau caractère et qui m'intéresse beaucoup que celui de la Pérouse, » ajouta-t-il d'un air mélancolique. « Ah, parfaitement, la Pérouse, » dit le général. « C'est un nom connu, hein. Il a sa rue. Vous le connaissez quelqu'un, rue la Pérouse » demanda Swann d'un air agité. « Je ne connais que Madame de Champlivaud, la sœur de ce brave Chausse-Pierre. Elle nous a donné une jolie soirée de comédie l'autre jour. C'est un salon qui sera un jour très élégant, vous verrez. »« Ah, elle demeure rue la Pérouse. C'est sympathique. C'est une si jolie rue, si triste. » « Mais non, c'est que vous n'y êtes pas allé depuis quelque temps. Ce n'est plus triste, cela commence à se construire, tout ce quartier-là. » Quand enfin Swann présenta M. de Froberville à la jeune Madame de Cambremer, comme c'était la première fois qu'elle entendait le nom du général, elle esquissa le sourire de joie et de surprise qu'elle aurait eu si on n'en avait jamais prononcé devant elle d'autre que celui-là. Car ne connaissant pas les amis de sa nouvelle famille, à chaque personne qu'on lui amenait, elle croyait que c'était l'un d'eux, et pensant qu'elle faisait preuve de tact en ayant l'air d'en avoir
tant entendu parler depuis qu'elle était mariée, elle tendait la main d'un air hésitant, destiné à prouver la réserve apprise qu'elle avait à vaincre et la sympathie spontanée qui réussissait à en triompher. Aussi ses beaux-parents, qu'elle croyait encore les gens les plus brillants de France, déclaraient-ils qu'elle était un ange. D'autant plus qu'ils préféraient paraître, en la faisant épouser à leur fille, avoir cédé à l'attrait plutôt de ses qualités que de sa grande fortune. « On voit que vous êtes musicienne dans l'âme, madame, lui dit le général en faisant inconsciemment allusion à l'incident de la Bobèche. Mais le concert recommença, et Swann comprit qu'il ne pourrait pas s'en aller avant la fin de ce nouveau numéro du programme. Il souffrait de rester enfermé au milieu de ces gens dont la bêtise et les ridicules le frappaient d'autant plus douloureusement qu'ignorant son amour, incapable, s'il l'avait connu, de s'y intéresser et de faire autre chose que d'en sourire comme d'un enfantillage ou de le déplorer comme une folie, il le lui faisait apparaître sous l'aspect d'un état subjectif qui n'existait que pour lui, dont rien d'extérieur ne lui affirmait la réalité. Il souffrait surtout, et au point que même le son des instruments lui donnait envie de crier, de prolonger son exige dans ce lieu où Odette ne viendrait jamais, où personne ou rien ne la reconnaissait, d'où elle était entièrement absente. Mais tout à coup, ce fut comme si elle était entrée. Et cette apparition lui fut une si déchirante souffrance qu'il dut porter la main à son cœur. C'est que le violon était monté à des hautes où il restait comme pour une attente qui se prolongeait sans qu'il cessât de les tenir, dans l'exaltation où il était d'apercevoir déjà l'objet de son attente qui s'approchait, et avec un effort désespéré pour tâcher de durer jusqu'à son arrivée, de l'accueillir avant d'expirer, de lui maintenir encore un moment de toutes ses dernières forces le chemin ouvert pour qu'il fût passé, comme on soutient une porte sans que cela retomberait. Et avant que Swann eût le temps de comprendre et de se dire « Mais c'est la petite phrase de la sonate de Vinteuil. N'écoutons pas. » Tous ces souvenirs du temps où Odette était éprise de lui et qu'il avait réussi jusqu'à ce jour à maintenir invisible dans les profondeurs de son être, trompé par ce brusque rayon du temps d'amour qu'ils crurent revenu, s'étaient réveillés et à tire d'aile étaient remontés lui chanter éperdument, sans pitié pour son infortune présente, les refrains oubliés du bonheur. Au lieu des expressions abstraites « tant où j'étais heureux, tant où j'étais aimé », qu'il avait souvent prononcé jusque-là et sans trop souffrir, car son intelligence n'y avait enfermé du passé que de prétendus extraits qui n'en se conservaient rien, il retrouva tout ce qui, de ce bonheur perdu, avait fixé à jamais la spécifique et volatile existence. Il revit tout, les pétales neigeux et frisés du chrysanthème qu'elle lui avait jeté dans sa voiture, qu'il avait gardé contre ses lèvres, l'adresse en relief de la maison dorée sur la lettre où il avait lu « Ma main tremble si fort en vous écrivant », le rapprochement de ses sourcils qu'elle lui avait dit d'un air suppliant « Ce n'est pas dans trop longtemps que vous me ferez signe ». Il sentit l'odeur de fer du coiffeur par lequel il se faisait relever sa brosse pendant que l'Oredan allait chercher la petite ouvrière, les pluies d'orage qui tombèrent si souvent ce printemps-là, le retour glacial dans sa Victoria au clair de lune, toutes les magues d'habitudes mentales, d'impressions saisonnières, de réactions cutanées qui avaient étendu sur une suite de semaines un réseau uniforme dans lequel son corps se trouvait repris. À ce moment-là, il satisfaisait une curiosité voluptueuse en connaissant les plaisirs des gens qui vivent par l'amour. Il avait cru qu'il pourrait s'en tenir là, qu'il ne serait pas obligé d'en apprendre les douleurs, comme maintenant le charme d'Odette lui était peu de choses auprès de cette formidable terreur qui le prolongeait comme un trouble halo, cette immense angoisse de ne pas savoir à tout moment ce qu'elle avait fait, de ne pas la posséder partout et toujours. Hélas, il se rappela l'accent dont elle s'était écriée. « Mais je pourrai toujours vous voir, je suis toujours libre. » Elle qui n'était plus jamais. L'intérêt, la curiosité qu'elle avait eue pour sa vie à lui, le désir passionné qui lui fit la faveur, redouté au contraire par lui en ce moment-là comme une cause d'ennuyeux dérangement, de les laisser pénétrer. Comme elle avait été obligée de le prier pour qu'il se laissât mener chez les Verdurins, et quand il la faisait venir chez lui une fois par mois, comme il avait fallu, avant qu'il se laissât fléchir, qu'elle lui répétât le délice que serait cette habitude de se voir tous les soirs dont elle rêvait et qu'elle ne lui semblait à lui qu'un fastidieux fracas, puis qu'elle avait pris en dégoût et définitivement rompu pendant qu'elle était devenue pour lui un si invincible et si douloureux besoin. Il ne savait pas dire si vrai quand, à la troisième fois qu'il l'avait vue, comme elle lui répétait « Mais pourquoi ne me laissez-vous pas venir plus souvent ?» Il lui avait dit en riant avec galanterie par peur de souffrir. Maintenant, hélas, il arrivait encore parfois qu'elle lui écrivît d'un restaurant ou d'un hôtel sur du papier qui en portait le nom imprimé, mais c'était comme des lettres de feu qui le brûlaient. C'est écrit de l'hôtel Vouillemont, mais qui peut-elle bien les faire? Avec qui? Que s'y est-il passé? Il se rappela les becs de gaz qu'on éteignait boulevard des Italiens quand il l'avait rencontré contre tout espoir parmi les ombres errantes dans cette nuit qui lui avait semblé presque surnaturelle et qui en effet, nuit d'un temps où il n'avait même pas à se demander s'il ne la contrariait pas en la cherchant, en la retrouvant, tant il était sûr qu'elle n'avait pas de plus grande joie que de le voir et de rentrer avec lui, appartenait bien à un monde mystérieux où on ne peut jamais revenir quand les portes s'en sont refermées. Et Swann aperçut, immobile en face de ce bonheur revécu, un malheureux qui lui fit pitié parce qu'il ne le reconnut pas tout de suite, si bien qu'il dut baisser les yeux pour qu'on ne vît pas qu'ils étaient pleins de larmes.
c'était lui-même. Quand il l'eut compris, sa pitié cessa. Mais il fut jaloux de l'autre lui-même qu'elle avait aimé. Il fut jaloux de ceux dont il s'était dit souvent sans trop souffrir. Elle les aime peut-être, maintenant qu'il avait échangé l'idée vague d'aimer dans laquelle il n'y a pas d'amour, contre les pétales du chrysanthème et l'entête de la maison d'or qui, eux, en étaient pleins. Puis sa souffrance devenant trop vive, il passa sa main sur son front, laissa tomber son monocle, en essuya le verre. Et sans doute, s'il s'était vu à ce moment-là, il eût ajouté à la collection de ceux qu'il avait distingués le monocle qu'il déplaçait comme une pensée importune, et sur la face embuée duquel, avec un mouchoir, il cherchait à effacer des soucis. Il y a dans le violon, si ne voyant pas l'instrument, on ne peut pas rapporter ce qu'on entend à son image, laquelle modifie la sonorité, des accents qui lui sont si communs avec certaines voix de contralto, qu'on a l'illusion qu'une chanteuse s'est ajoutée au concert. On lève les yeux, on ne voit que les étuis, précieux comme des boîtes chinoises, mais par moments on est encore trompé par l'appel décevant de la sirène. Parfois aussi, on croit entendre un génie captif qui se débat au fond de la docte boîte, ensorcelée et frémissante, comme un diable dans un bénitier. Parfois, enfin, c'est dans l'air comme un être surnaturel et pur qui passe en déroulant son message invisible. Comme les instrumentistes, beaucoup moins jouaient la petite phrase qui n'exécutait les rites exigés d'elle pour qu'elle apparût et procédait aux incantations nécessaires pour obtenir et prolonger quelques instants le prodige de son évocation. Swann, qui ne pouvait pas plus la voir que si elle avait appartenu à un monde ultraviolet et qui goûtait comme le rafraîchissement d'une métamorphose dans la cécité momentanée dont il était frappé en approchant d'elle, Swann la sentait présente comme une déesse protectrice et confidente de son amour, et qui, pour pouvoir arriver jusqu'à lui devant la foule et l'amener à l'écart pour lui parler, avait revêtu le déguisement de cette apparence sonore. Et tandis qu'elle passait, légère, apaisante, et murmurait comme un parfum en lui disant ce qu'elle avait à lui dire et dont il scrutait tous les mots, regrettant de les voir s'envoler si vite, il faisait involontairement avec ses lèvres le mouvement de baiser, au passage le corps harmonieux et fuyant. Il ne se sentait plus exilé et seul, puisque elle qui s'adressait à lui lui parlait à mi-voix d'Odette, car il n'avait plus comme autrefois l'impression qu'Odette et lui n'étaient pas connus de la petite phrase. C'est que si souvent elle avait été témoin de leur joie. Il est vrai que souvent aussi elle l'avait averti de leur fragilité. Et même alors que dans ce temps-là il devinait de la souffrance dans son sourire, dans son intonation limpide et désenchantée, aujourd'hui il y trouvait plutôt la grâce d'une résignation presque gaie, de ces chagrins dont il lui était parlé autrefois et qu'il la voyait, sans qu'il fût atteint par eux, entraîné en souriant dans son cours sinueux et rapide de ces chagrins qui maintenant étaient devenus les siens sans qu'il eût l'espérance d'en être jamais délivré. Elle semblait lui dire, comme jadis de son bonheur, « Qu'est-ce cela ? Tout cela n'est rien. » Et la pensée de Swann se porta pour la première fois dans un élan de pitié et de tendresse vers ce Vinteuil, vers ce frère inconnu et sublime qui lui aussi avait du temps souffrir. Qu'avait pu être sa vie ? Au fond de quelle douleur avait-il puisé cette force de Dieu, cette puissance illimitée de créer ? Quand c'était la petite phrase qui lui parlait de la vanité de ses souffrances, Swann trouvait de la douleur et de la douceur à cette même sagesse qui tout à l'heure pourtant lui avait paru intolérable, quand il croyait la lire dans les visages des indifférents qui considéraient son amour comme une divagation sans importance. C'est que la petite phrase, au contraire, quelque opinion qu'elle pût avoir sur la brève durée de ses états de l'âme, y voyait quelque chose, non pas comme faisaient tous ces gens, de moins sérieux que la vie positive, mais au contraire de si supérieur à elle, que seul il valait la peine d'être exprimé. Ces charmes d'une tristesse intime, c'était eux qu'elle essayait d'intimer, d'imiter, de recréer, et jusqu'à leur essence, qui est pourtant d'être incommunicable et de penser frivole, à tout autre qu'à celui qui les éprouvait, la petite phrase l'avait captée, rendue visible. Si bien qu'elle faisait confesser leur prix et goûter leur douceur divine par tous ces mêmes assistants, si seulement ils étaient un peu musiciens, qui ensuite les méconnaîtraient dans la vie, en chaque amour particulier qui verrait naître près d'eux. Sans doute la forme sous laquelle elle les avait codifiés ne pouvait pas se résoudre en raisonnement, mais depuis plus d'une année, que, lui révélant à lui-même bien des richesses de son âme, l'amour de la musique était pour quelque temps au moins né en lui. Swann tenait les motifs musicaux pour des véritables idées d'un autre monde, d'un autre ordre, idées voilées de ténèbres, inconnues, impénétrables à l'intelligence, mais qui n'en sont pas moins parfaitement distinctes les unes des autres, inégales entre elles de valeur et de signification. Quand, après la soirée verdurée, en se faisant rejouer la petite phrase, il avait cherché à démêler comment, à la façon d'un parfum, d'une caresse, elle le circonvenait, elle l'enveloppait, il s'était rendu compte que c'était au faible écart entre les 5 notes qu'il a composées et au rappel constant de 2 d'entre elles qu'était due cette impression de douceur rétractée et frileuse. Mais en réalité, il savait qu'il résonnait aussi non sur la phrase elle-même, mais sur de simples valeurs, substituées pour la commodité de son intelligence à la mystérieuse entité qu'il avait perçue, avant de connaître les Verdurins à cette soirée où il avait entendu pour la première fois la sonate. Il savait que le souvenir même du piano faussait encore le plan dans lequel il voyait les choses de la musique, que le plan ouvert aux musiciens n'est pas un clavier mesquin de 7 notes, mais un clavier
incommensurable, encore presque tout entier inconnu, ou seulement ça et là, séparé par d'épaisses ténèbres inexplorées, quelques-unes des millions de touches de tendresse, de passion, de courage, de sérénité qui le composent, chacune aussi différente des autres qu'un univers d'un autre univers, ont été découvertes par quelques grands artistes qui nous rendent le service en éveillant en nous le correspondant du thème qu'ils ont trouvé, de nous montrer quelle richesse, quelle variété cache à notre insu cette grande nuit impénétrée et décourageante de notre âme que nous prenons pour du vide et pour du néant. Vinteuil avait été l'un de ces musiciens. En sa petite phrase, quoiqu'elle présentât à la raison une surface obscure, on sentait un contenu si consistant, si explicite, auquel elle donnait une force si nouvelle, si originale, que ceux qui l'avaient entendu la conservaient en eux de plein pied avec les idées de l'intelligence. Swann s'y reportait comme une conception de l'amour et du bonheur dont immédiatement il savait aussi bien en quoi elle était particulière qu'il le savait pour la princesse de Clèves, ou pour René quand leur nom se présentait à sa mémoire. Même quand il ne pensait pas à la petite phrase, elle existait latente dans son esprit au même titre que certaines autres notions sans équivalent, comme les notions de la lumière, du son, du relief, de la volupté physique, qui sont les riches possessions dont se diversifie et se part notre domaine intérieur. Peut-être les perdrons-nous, peut-être s'effaceront-elles si nous retournons au néant. Mais tant que nous vivons, nous ne pouvons pas plus faire que nous les ayons connus, que nous ne le pouvons pour faire quelque chose comme c'est réel, que nous ne pouvons par exemple douter de la lumière de la lampe qu'on allume devant les objets métamorphosés de notre chambre, d'où s'est échappé jusqu'au souvenir de l'obscurité. Par là, la phrase de Vinteuil avait, comme tel thème de Tristan par exemple, qui nous représente aussi une certaine acquisition sentimentale, épousé notre condition mortelle, pris quelque chose d'humain qui était assez touchant. Son sort était lié à l'avenir, à la réalité de notre âme, dont elle était un des ornements les plus particuliers, les mieux différenciés. Peut-être est-ce le néant qui est le vrai, et tout notre rêve est-il inexistant, mais alors nous sentons qu'il faudra que ces phrases musicales, ces notions qui existent par rapport à lui, ne soient rien non plus. Nous périrons. Mais nous avons pour otage ces captives divines qui suivront notre chance. Et la mort avec elle a quelque chose de moins amer, de moins inglorieux, peut-être de moins probable. Fin de cette partie de lecture de ces 50 pages. On se retrouve donc la semaine prochaine pour les 50 autres pages, telles que je vous les ai dites en début de vidéo, où je vous ai annoncé déjà celles qu'il fallait lire pour la semaine prochaine. Voilà. La jalousie de Swann continue, sa maladie, c'est une maladie de la jalousie et sa présence dans d'autres milieux mondains, mais finalement qui ne l'éloigne jamais d'Odette. Et puis, comme ça, par inadvertance, au milieu de cette soirée qu'il pensait quitter, qu'il voulait quitter, la petite phrase comme ça de la musique, la sonate de Vinteuil qui arrive, et ça lui fait rappeler tout ça, et voilà. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant à faire. Bien que, je vais... de toute façon, je le dis en transparence à chaque fois et avec sincérité tout, je trouvais que là, ces 50 pages-là n'étaient pas les meilleures qu'on ait lues depuis le début. Je me suis un peu ennuyé. Je ne sais pas si vous, ce que vous en avez pensé là, mais alors, il y a toujours ce style, il y a toujours cet humour, mais je sais pas, là, je trouvais qu'on tournait un peu en rond et il m'a un peu agacé là, le Swann pour le coup, pendant cette page-là. Donc c'est vraiment peut-être parmi celles que j'ai le moins aimé à lire depuis le début, mais on aura tous des avis différents et c'est ça qui est génial aussi avec la littérature. Voilà, allez, à la semaine prochaine et lisez bien Marcel Proust cette semaine. Bonne recherche du temps perdu. Au revoir.